Bonsoir. Réclamée pendant de nombreuses années par l'opposition ivoirienne, sa création en 2001 a été considérée comme une importante avancée dans le jeu politique ivoirien. Chargée d'organiser les élections, la commission électorale indépendante a pour mission d'assurer leur transparence et leur équité. À quelques mois de la future présidentielle, la composition et le fonctionnement de la CEI sont au cœur de tous les débats. Est-elle toujours digne de confiance aux yeux des différents acteurs politiques ? Quel regard les Ivoiriens portent-ils sur cette institution? Ibrahim Koulibaly Kuibière est, depuis septembre 2019, le président de la commission électorale indépendante. Il est notre invité du jour et avec lui, nous parlerons de l'organisation des élections à venir. Et puisque nous sommes mercredi, nous poursuivons notre échange avec lui sur le canapé de l'After Talk. Débat et analyse, décryptage de l'actualité, ce que vous avez toujours souhaité, c'est sur Live TV. Bienvenue. Oyez, bonsoir à toute la The Team. Elle est au grand complet et aujourd'hui, je pense que aux téléspectateurs à la maison, vous conviendrez que le rouge est dominant sur ce plateau. Rien de bien méchant, je vous rassure. Passion, surtout. Rouge passion. On est passionné par le live talk. Exactement. Ah bah ouais, c'est gentil ça. En tout cas, nous, on est très très heureux de vous retrouver sur ce plateau. En tout cas, du lundi au jeudi, c'est une joie incommensurable, c'est une joie incroyablement inexplicable qui m'habite. Eh ben. Oui, parce que je vous retrouve, Monsieur Serge Kouachi, en Goya Vera ce soir. Goya Vera, bonsoir, effectivement. Bonsoir à tous. J'aime beaucoup vos boucles d'oreilles, Edith. Merci, c'est gentil. Elles sont très jolies. D'accord, vous avez commencé à vous faire les autocompliments? Je pense que je vais instaurer ça tous les soirs. D'accord. Ça fait du bien à l'âme, ouais. Réana, ainsi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. J'aurais essayé. Edith Broubleu, bonsoir. Et bonsoir, Brice. Bonsoir, Sophie Aïda. Bonsoir, Brice. Bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous regardez à la maison, vous nous acceptez chez vous à travers donc, vos différents écrans. Merci d'être aussi fidèles. Merci pour tous les conseils, toutes les suggestions. Merci d'être présent et surtout pour cette fidélité indéfectible à ce programme. Ça nous va droit au cœur. On démarre cette émission avec les points saillants de l'actualité nationale et internationale. C'est dans le Live Actu. On disait, nous sommes mercredi, et mercredi, c'est jour de Conseil des ministres, celui du 5 août. On en parle avec vous, Edith Brou. Effectivement, avec une annonce majeure, l'institution d'une journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir. Ce sera le 16 décembre de chaque année. C'est une commémoration qui se fera en souvenir de la journée du 16 décembre 2010, où des partisans, ou des affrontements entre partisans des candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010, en l'occurrence Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, ont conduit à ces affrontements et surtout ont fait de nombreuses victimes devant le siège de la télévision nationale. Il faut savoir que l'objectif de ce décret, c'est surtout d'exhorter les populations ivoiriennes au pardon réciproque, c'est très important, afin d'honorer la mémoire de toutes les victimes. Et il est aussi prévu prochainement la réalisation d'un mémorial national et aussi des mémoriaux régionaux. J'aurais été tenté de vous poser la question, vous avez parlé d'exhortation. C'est une journée qui vient un tout petit peu rejoindre celle de la paix, je crois que c'est pour le 15. Oui, il y a une journée de la paix qui se tient chaque 15 novembre. Je crois qu'elle se tient également à peu près un peu partout dans le monde. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, un peu de viande ne gâte pas la sauce aussi. C'est très important de renforcer ce ferment et de surtout matérialiser l'engagement national pour cette réconciliation nationale qu'on recherche tous. Oui, moi je trouve que c'est bien tombé en fait de parler de ça maintenant pour exhumer les mémoires, rappeler, même si c'est des souvenirs assez douloureux justement, qu'on ne doit plus passer par là, rappeler ça aux Ivoiriens à l'approche de ces élections. Il faut qu'on s'en souvienne, c'est douloureux, c'est vrai, mais il faut qu'on s'en souvienne pour pouvoir se rendre compte que c'est quelque chose par quoi on ne doit plus jamais passer. Merci beaucoup. Covid-19, un test négatif exigé aux voyageurs au départ et à l'arrivée en Côte d'Ivoire. On en parle avec vous, Serge Kouachi. Exactement. Alors, comme vous venez de le dire, un test négatif exigé donc à ces voyageurs. Donc, si vous êtes positif, c'est pas la peine de voyager. Restez chez vous. Les voyageurs au départ de la Côte d'Ivoire, vous aurez à faire un test obligatoire, donc dans les différents centres agréés à cet effet que vous connaissez à Abidjan. Test effectué dans un délai de 3 à 7 jours avant le voyage, c'est-à-dire que vous devez le faire, allez, si vous êtes prévoyant, 7 jours avant.
Sinon, grand maximum, 3 jours avant votre voyage. Le test, il coûte 50 000 francs et à la charge du voyageur. Voilà, malheureusement à ce niveau-là, il n'y a pas de subvention. Port obligatoire du masque facial à l'aéroport, mais bon, ça tombe sous le sens. Peut-être pas forcément en France, mais je crois que maintenant, ils y sont arrivés au port obligatoire, donc partout en France. Contrôle de température systématique à l'aéroport. Faudrait commencer à s'habituer à ces petites machines que vous avez si vous prenez l'avion pour la toute première fois. Je pense qu'en ce moment même, on est quand même habitué dans notre quotidien à ces petites machines-là. On a eu des images avec Ebola. Oui, depuis un moment. On a eu des images de personnes au début de cette crise-là qui avaient peur dans nos villages et tout, de ces petites machines qui ressemblent étrangement à des pistolets. Il ne faut pas en avoir peur parce que de toute façon, c'est obligatoire et c'est systématique maintenant du côté de l'aéroport. Alors, les voyageurs arrivant en Côte d'Ivoire justifiés de l'absence d'une infection à Covid-19 par la présentation d'un test négatif, ce qui est normal. L'absence d'un test négatif entraîne un isolement de 14 jours à la charge de la compagnie aérienne ayant transporté le voyageur. C'est pourquoi il faut bien choisir sa compagnie avant d'embarquer. Et la compagnie dirait, c'est pourquoi il faut bien vérifier que les voyageurs ont bien leurs papiers. Ça ne sera absolument pas agréable de voyager, surtout en cette période, parce qu'avec toutes ces conditions, on a l'impression de devoir passer un doctorat, en fait, au final. Pour la bonne cause. Oui, exactement. Les gens ont juste besoin de savoir que vous allez bien. Et donc que vous pouvez voyager. Et que vous n'allez pas contaminer les autres. C'est surtout ça. Rien, si on a une bonne nouvelle, on en parlait hier sur ce plateau, formation professionnelle. Est-ce qu'il fallait avoir des établissements? Je crois que c'est une bonne nouvelle quand même. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il faut savoir que déjà, les concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle sont ouverts depuis lundi dernier. Et ces établissements attendent autour de 10 000 apprenants pour cette session 2020-2021 qui concerne les certificats d'aptitude professionnelle, CAP, les brevets techniques, BT, et les brevets de technicien supérieur, BTS. Alors, pour suivre cette annonce, le professeur Yao Kwasi Bertin, qui est le directeur des examens et concours du secrétariat d'État, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a indiqué l'ouverture de 3 nouveaux établissements avec de nouvelles spécialités. Alors, je vais vous les citer. On a le lycée professionnel sectoriel au métier de l'agro-industrie de Yopougon, alors qui formera au CAP conducteur de machine, BT conducteur de ligne, BT agent de maintenance, BTS conducteur de procédés et BTS maintenance industrielle. Puis on a le collège d'enseignement technique de Boisflé pour le BT comptabilité et secrétariat et aussi le collège d'enseignement technique d'Issia pour le BT comptabilité et BT secrétariat. 3 nouveaux établissements pour renforcer la formation professionnelle. Vous en seriez content. Ça tombe à point nommé. Tout à fait, ça tombe à point nommé. Je ne sais pas, on ne va pas dire qu'on a des dons de prophétie, mais on en parlait hier et je pense qu'on en avait besoin. Notre invité nous le disait, qu'on avait besoin d'avoir plus d'établissements professionnels. Et justement, dans cette réforme qu'on souhaite tant du système éducatif, ce serait quand même bien qu'on puisse vraiment orienter les jeunes selon leurs aptitudes dans ces voies professionnelles-là. Et puis il faut voir que ces établissements ne sont pas ouverts seulement à Abidjan, qui est généralement un peu la centralisation de tout. Oui, donc on a Boisflé, Issia quand même. On professionnel de Gagnois. On en a également à Jacquesville. On aurait pu, je suis d'accord avec vous, on aurait pu les construire à Abidjan. Si ça n'a pas été construit à Abidjan, ça mérite d'être souligné. C'est ça. Je vous en Il y en a à Abidjan aussi. Bon, malheureusement, celle qui a la moins bonne nouvelle de la soirée, en tout cas sur ce plateau, c'est Sophie Aïda. Et on peut dire que le monde a été secoué par cette horrible explosion qui s'est produite au Liban. Effectivement, alors 2 explosions apocalyptiques, on peut le dire, sont survenues à Beyrouth, à la capitale du Liban, ce mardi 4 août à 18h10. On le voit sur les images, le constat est digne d'une scène d'un film de science-fiction avec une centaine d'immeubles complètement détruits, des voitures abandonnées en pleine rue, des vitres cassées, des habitants traumatisés et puis des secouristes simplement débordés par les événements. Donc actuellement, le bilan s'élève à 135 morts, 5 000 blessés et près de 400 000 citoyens sans abri. C'est un bilan provisoire. Provisoire, donc actuellement, voilà. Donc officiellement, ces explosions ont été provoquées par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées dans un entrepôt du port proche du centre-ville de Beyrouth. Un état d'urgence a été annoncé ce matin et le pays a commencé une période de deuil de 3 jours, une période de deuil national de 3 jours.
Et puis les Libans du pays et puis de l'étranger se mobilisent. Les Libanais, pardon. Les Libanais du Liban, pardon, et de l'étranger ont été pris vraiment d'un élan de solidarité. Et donc sur place, les familles qui n'ont pas été touchées accueillent chez eux des familles sinistrées. Et puis en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, il y a une mobilisation pour une récolte de fonds à l'attention justement donc, de ces sinistrés de la ville de Beyrouth. Je dis, j'ai rarement eu des images aussi impressionnantes. C'est violent. Depuis les attentats du 11 septembre. Mais je pense que ça c'est autre chose carrément, parce que vous avez même des gens qui filmaient à des kilomètres, mais qui se sont fait rattraper par le souffle de l'explosion avec ce chapeau, c'est terrible. C'est un gros coup de vieux Et puis on se rend pas compte quand même de l'étendue des dommages. C'est plusieurs quartiers à la fois qui ont été touchés. C'est la moitié de Beyrouth qui est partie. C'est un mini Hiroshima en fait. Puis c'était des zones, comme Sophie me le disait tantôt, à forte densité de population. Exactement. Et ce qui est dramatique en fait, c'est que le Liban a tellement souffert déjà avec une guerre civile qui a duré de 1975 à 1990. Et on n'avait surtout pas besoin aussi de, je pense, la déclaration du président américain. Très franchement, on aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer pour une fois. Franchement, puisque c'est pas coutumier, mais en tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en France avec l'explosion de l'usine AZF en 2001 et c'est arrivé en Chine en 2015. La mise en cause, c'est le fameux nitrate d'ammonium. Oui. C'est un sel blanc qui est inodore, mais qui est très réactif à la chaleur, au-delà de 200 degrés. Oui, et il entre dans la composition d'engrais, mais aussi de bombes, d'explosifs. On va dire que c'est la grosse actualité triste de ce jour. En tout cas, au nom de toute cette... Vous vous apprêtez à le dire ? Non, de toute l'équipe. De toute l'équipe de production de cette émission. En tout cas, on adresse toutes nos condoléances aux familles endeuillées. Et on l'a dit, le monde entier... pour le Liban. Voilà, le monde entier prie pour le Liban. On termine ainsi notre tour de l'actualité. Nous continuons notre parcours avec à présent le micro-trottoir. Depuis sa création en 2001 pour organiser les élections, la Commission électorale indépendante n'a pas encore véritablement réussi à organiser des élections apaisées, avec des résultats acceptés par les différentes parties. Je vois comment regarder. Acceptés par les différentes parties, c'est important. Que pensent les Ivoiriens de cette institution? Ont-ils toujours confiance en la CEI? C'est notre micro-trottoir et Nokana Paleka et Gauthier Hier l'ont signé. Je n'ai pas vraiment confiance en la CEI. En ce sens que la CEI en elle-même devrait être appelée une commission nationale électorale assez indépendante, c'est qu'il n'y a pas de membres de partis politiques en son sein. Au moment où il y a des partis politiques qui sont en son sein, elle n'est plus indépendante, elle est nationale. Moi, je pense bien qu'elle devrait être dirigée par la société civile, par exemple, qui n'a pas de parti politique. J'ai une confiance en la CEI, mais pas une confiance à 100% en tout cas, parce qu'on a toujours connu ça dans les pays africains. On sait que toujours dans les élections, quand il y a une élection comme ça, on sait qu'il y a toujours des trucages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est X qui est passé. Mais en réalité, peut-être que ce n'est pas X, mais c'est Y. Voilà. Vu l'approche de la CEI avec la population, les sensibilisations, je pense bien qu'on peut leur accorder le bénéfice du doute. Parce que chaque parti sera représenté. Non, avec un représentant, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir du tricage, non, je ne pense pas. Aujourd'hui, je dis non, je n'ai pas confiance à la CEI. Dans les unes là, ce qui se trouve dans les unes là, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Voilà, on a vu ça dans les années passées. Donc aujourd'hui, je ne vois même pas de CEI. Je me dis qu'on a qu'à nommer, voilà, on dit que telle personne est présente, c'est tout. Sinon, on va aller voter, on va pas voter, on connaît déjà le résultat. Donc la CEI va jouer quel rôle? Est-ce que l'Ivoirien lui-même a confiance en lui? Parce que pour avoir confiance en la CEI, il faut vraiment que nous aussi nous soyons des personnes de confiance. On ne peut pas accuser la CEI et ne pas s'accuser soi-même. On a tous notre part de responsabilité. J'ai confiance en l'Ivoirien et l'Ivoirien c'est la CEI. Je ne fais pas confiance à la CEI. Tant que d'autres sont éliminés, je n'ai pas de confiance. Puis d'autres même, on les empêche de faire leur entrée pour venir déposer leur candidature. Donc à partir de là déjà, on voit qu'il y a d'autres qui sont déjà éliminés. C'est mieux de laisser tous les Ivoiriens rentrer, venir déposer leur dossier pour la présidentielle 2020 du mois d'octobre. La population fera le choix. C'est mieux. Cette année, nous faisons confiance au nouveau président de la CEI qui a été élu. On ne voulait pas qu'on répète encore les mêmes choses de 2011 où celui qui est habilité à proclamer des résultats dans son fief se lève et s'en va dans le QG d'un autre parti pour faire les proclamations. C'est des choses qui ne n'ont pas la Côte d'Ivoire, qui ne n'ont pas la démocratie. C'est ce que nous ne voulons pas.
On le note bien, les Ivoiriens sont partagés entre doute, espoir et réserve. Déception aussi pour certains. Puis il dénote quand même des arguments qui sont tout de même bien fondés, oui, notamment la composition de la CEI, notamment ce qu'on a vu des crises passées et tout ça. Donc, En tout cas, ce qu'on retient, c'est que la CEI, je vais y arriver, a beaucoup d'efforts encore à faire au niveau du rétablissement, en tout cas de la confiance auprès des Ivoiriens. Il faut juste qu'on oublie les démons du passé et qu'on essaie de regarder à l'avenir. Il y a un nouveau président de la CEI qui est là, donc faisons-lui confiance. Aujourd'hui, toute la responsabilité sur ses épaules, le et pauvre. surtout qu'on sort de l'émotion. Voilà, parce qu'il faut qu'il arrive à réunir les Ivoiriens. Ils ont juste aussi envie de dire, il faut ouvrir l'œil. Ils n'ont pas confiance, mais bon, il y a le bénéfice du doute. Accorder le bénéfice du doute, bien sûr, puisqu'il y a un nouveau président qui est mis en place. Laissons-le travailler. Oublions les démons du passé. Puisqu'on voulait un renouveau, on a eu ce renouveau au niveau de la CEI. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Maintenant, la responsabilité est juste sur ses épaules à lui, on jugera à la fin. Je pense que la population pourra vraiment retrouver cette confiance quand la CEI aura fait ses preuves à ces élections prochaines, justement. Exactement. Merci, mesdames, messieurs. La phrase à retenir, l'image choc, c'est maintenant dans le lu, vu et entendu. Ce lu, vu et entendu. C'est le ministre Sidi Touré. Oui, voilà, j'entendais qu'on... Voilà, vous avez l'image. L'élection du 31 octobre 2020 est le premier mandat du président Ouattara. Commentaire sur ce plateau. Les femmes se sont abstenues de commenter. Serge Kouachi, commentaire? Pas de commentaire. Mais c'est vrai que, quoique... Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Sans commentaire. Ça va délier les langues, je vous assure. Non, je vais être très rapide. Ouais. Il y a toujours un mais parce que le président Alassane Ouattara lui-même ne s'est pas encore prononcé sur, sur sa candidature. Voilà. Donc, toujours. On est confus. Après, je me demande si ce n'est pas des paroles tirées de leur contexte. C'est pour ça que je préfère ne pas commenter. Moi, j'attendrai d'entendre la déclaration du président. Je suis candidat. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans le débat de droit, de savoir au niveau de la Constitution, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit. Mais pour l'instant, c'est que pure spéculation pour moi. Voilà. Et puis, je pense tout de même que quand il va faire cette annonce, il dira aussi les motivations et justement les arguments nécessaires qui vont avec. Recevons avec votre permission notre invité du soir. Il est magistrat hors hiérarchie. Il est chargé depuis septembre 2019 de présider la commission électorale indépendante. Monsieur Koulibaly Kouibière, Ibrahim est l'invité du Talk. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir sur notre plateau. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Avant 2000, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé la création de la CEI? Et je tiens à souligner que cette première partie, elle est d'émission, parce qu'après on va retrouver pour l'After Talk, elle est, on a envie de dire, typiquement pédagogique, pour que les Ivoiriens comprennent bien le fonctionnement de votre institution. D'accord. Vous comprendrez qu'on aura des questions, peut-être, dont vous avez des réponses, on va avoir des détails, mais c'est purement pédagogique, cette première partie. C'est ça. D'accord. Alors, donc, on le disait, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On va dire le ministère en charge des élections. Ça pouvait être le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Sécurité, souvent c'était confondu. Alors, à l'origine, les élections étaient organisées par le ministère en charge des élections. Qui dit ministère, dit ministre, lequel ministre est nommé par l'exécutif. Il s'est trouvé donc que les partis politiques ont trouvé que le jeu électoral n'était pas neutre. D'où la nécessité de créer un organe qui allait organiser les élections sans être tributaire de l'exécutif. Alors, à la faveur du coup d'État en 1999, on a mis en place, le comité de salut national a mis en place la commission constitutionnelle, consultative et électorale, qui avait pour objet de mettre en place un organe qui allait se charger de mettre en place à son tour la Constitution et puis le code électoral. Parce qu'il vous souvient qu'à l'occasion de ce coup d'État, toutes les institutions avaient été suspendues. Exactement. Voilà. Et donc, cette commission a mis en place ce qu'on appelle le COSU. Le COSU qui était le comité
d'organisation et de supervision du référendum. Et donc, ce COSU a donc organisé le référendum qui avait pour objet de mettre en place la Constitution et le Code électoral. De ce Code électoral est issu l'ancêtre de la commission électorale qu'on appelle la CNE, la Commission nationale électorale, qui donc a organisé les élections générales et puis la Constitution de 2000 a mis en place la commission électorale indépendante, mais il était dit commission chargée des élections. Donc depuis 2001, la commission électorale indépendante est créée, a été mise sur pied. Alors, à l'origine, ils étaient au nombre de 10. En 2005, les membres étaient passés à 31, jusqu'en 2014. En 2014, ils étaient 17, et en 2020, ils sont 16. On aura l'occasion de revenir. Quelles sont justement les missions de cette commission électorale? Alors, la mission de la commission électorale indépendante, conformément à la Constitution, c'est d'organiser les élections, en tenant compte du cadre légal qu'est la Constitution et le Code électoral. Donc, la commission veille à l'application de la loi ou toutes les normes juridiques encadrant l'élection, faire de sorte que celles-ci soient appliquées, ces dispositions constitutionnelles et légales soient appliquées aussi bien par l'autorité administrative, par les partis politiques, par les électeurs et par tous les citoyens, afin que les règles du jeu soient respectées. Voilà le rôle de la commission. Et justement, est-ce que vous jugez que ces missions sont respectées aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr, ces règles sont respectées. Alors justement, dans ce qu'on pensait être, parce qu'on est très pédagogique, dans ce qu'on pensait être les missions, il y avait l'organisation et s'assurer qu'elle était transparente. Ça fait partie de vos missions? Mais bien entendu. Mais c'est ça les règles du jeu. Parce que l'objectif de la transparence est d'appliquer la loi telle qu'elle a été édictée. C'est ça l'objectif de la commission électorale indépendante. Et c'est pour cette raison qu'elle fait de sorte que le citoyen puisse participer à l'élection. Parce que, voyez-vous, l'élection crée un droit qui est fondamental qu'on appelle le droit au vote. Le droit au vote donne naissance à deux types de droits. Le droit d'être voté et le droit de voter. Le droit de voter, c'est celui d'être électeur. Le droit d'être voté, c'est le droit d'être candidat. Donc, c'est cet ensemble de droits qui donne naissance du droit au vote. Donc, c'est cet ensemble de droits qui est en réalité l'objet de la commission électorale indépendante. La commission doit veiller à ce que cette norme-là soit appliquée, donnant la possibilité aux citoyens d'être l'électeur et d'être candidat. C'est bien compris. Alors moi j'ai envie de comprendre, et pour tous les Ivoiriens qui nous regardent, parce qu'on entend souvent parler de commission électorale locale, régionale, quelles sont les différentes commissions électorales au sein de la CEI et comment fonctionnent-elles? Alors la commission électorale indépendante est composée de deux organes phares, la commission centrale et ses démembrements, les commissions locales. Parce que vous pensez bien que les élections ne se passent pas seulement à Abidjan. L'élection se passe sur toute l'étendue du territoire. Et s'il est vrai qu'on impose à la commission électorale de veiller à l'application de la loi électorale, mais cela veut dire que cette loi doit être appliquée sur toute l'étendue du territoire, d'où son démembrement. Alors nous avons la commission centrale qui se trouve à Abidjan et les commissions locales qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire à travers la République. Alors une commission centrale est composée de deux organes, l'Assemblée des membres et le bureau. Alors, l'Assemblée des membres, c'est l'organe qui décide, qui délibère, qui décide. Et le bureau est chargé d'exécuter les délibérations faites par l'Assemblée des membres. Il y va de même pour les commissions locales, composées de l'Assemblée des membres et puis du bureau. Alors, la commission centrale, aujourd'hui, est composée de 16 membres. Les commissions locales sont composées de 8 membres. Elles fonctionnent de la même façon partout? De la même façon. Et selon quels critères sont choisis les membres de la CEI? Alors, les membres de la CEI sont choisis par des entités déterminées par la loi. Les partis politiques et la société civile, dans l'ensemble. Les partis politiques et la société civile. Alors, on aura un certain nombre de personnalités à désigner par les partis politiques au pouvoir, les partis politiques et groupements, groupement, au pouvoir, et puis les partis de l'opposition.
Alors aujourd'hui, avec la nouvelle disposition qui vient compléter le nombre à 16, donc les partis politiques de l'opposition ont 4 personnes à désigner, tout comme le parti au pouvoir ainsi que les groupements politiques qui y sont affiliés. Et puis la société civile. Et le choix, il est validé de fait, c'est-à-dire qu'un parti politique propose une personne, un représentant, et au niveau de la commission électorale indépendante, on s'en tient à cette décision. Ah oui, bien entendu, on s'en tient, sauf si le casier judiciaire révèle que la personne ne mérite pas d'être commissaire, membre de la CEI. Comment vous vérifiez ça? Mais par la production du casier judiciaire, qui est le répertoire des infractions commises par une personne dans une période donnée. C'est exigé? C'est exigé. Il faut qu'il soit ivoirien, ainsi de suite. Il faut qu'il soit majeur, etc. Donc il y a des conditions pour être commissaire à la commission centrale comme à la commission locale. Voilà. En matière d'élection, on sait que la CEI ne fonctionne pas qu'en période d'élection, mais juste en matière d'élection, jusqu'où on pourrait dire s'arrête le rôle de la CEI? Mais ce n'est pas juste de dire que la commission électorale fonctionne à l'occasion des élections. Non. L'article 6... Non, je disais justement, on est d'accord que vous ne fonctionnez pas qu'en période d'élection. Voilà, ah d'accord, ok. Alors nous fonctionnons tout le temps. Mais plus en période d'élection. Non, vous nous voyez plus en période d'élection. Oui, parce que la perception du public est... Ce sont les élections. Exactement. Alors que les élections ne constituent la petite partie des activités de la commission électorale indépendante. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait électeurs. Et pour qu'il y ait électeurs, il faut qu'il y ait une liste électorale. Et cette liste électorale, elle est élaborée chaque année. Vous voyez? Et ça nécessite une organisation particulière. Et c'est le travail de la commission électorale indépendante. Chaque année, en principe, la commission électorale est chargée de mettre à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Monsieur le Président, je note que vous avez dit en principe. Oui, en principe. Oui. Pourquoi vous marquez le en principe? Parce qu'à tout principe, il y a une exception. Et en Côte d'Ivoire, c'est laquelle? Non, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'exception officielle, mais il se peut faire. Qu'à l'occasion de l'exécution de sa mission, certaines contraintes matérielles empêchent la commission électorale d'exécuter, telles que dit, ses dispositions par rapport à la loi. Et quelles sont ces conditions? Vous savez, quelqu'un m'a posé la question hier, à l'occasion de notre presse club. Pourquoi est-ce que la révision de la liste électorale n'a pas eu lieu en 2019? Et j'ai répondu, et il m'a dit, c'est une violation de la loi. J'ai dit, oui, si la loi dit de faire et que vous ne faites pas, c'est que vous violez la loi. Mais la loi n'a pas dit. La loi a dit, effectivement, que la commission électorale indépendante est tenue de mettre à jour annuellement la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. C'est ce que la loi dit. Évidemment, en 2019, nous n'avons pas pu le faire. Mais ce n'est pas seulement qu'en 2019, il y a d'autres années où on n'a pas pu le faire. Mais vous savez, la révision de la liste électorale requiert une organisation particulière. L'État dépense beaucoup d'argent. Et souvent, malheureusement, les Ivoiriens qui sont concernés par cette révision de la liste électorale semblent ne pas s'y intéresser. Vous voyez, la dernière révision a coûté au moins 13 milliards, avec toutes les prorogations. Et supposez qu'on ait 250 000 personnes, parce que les révisions, par le passé, n'avaient jamais dépassé 350 000 personnes. Vous imaginez? On viendra sur les difficultés que vous rencontrez, parce que je suppose que vous en rencontrez. Tout le monde vous regarde, mais peut-être que vous, à l'intérieur, vous rencontrez certaines difficultés que vous souhaitez peut-être partager avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Monsieur le Président. On revenait au rôle, jusqu'où s'arrête le rôle de la CEI. À partir de la proclamation des résultats, à partir de cet instant, votre rôle s'arrête, vous poursuivez? En matière d'élection. En matière d'élection. Ah oui, notre objectif, notre mission à nous, c'est de préparer la liste électorale qui confère la qualité d'électeur pour participer à une élection. C'est comme si c'est nous qui délivrions la carte d'invitation pour participer à une festivité. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Ensuite, nous organisons les opérations électorales qui vont permettre l'élection du candidat. Mais une fois le candidat élu, la mission de la commission électorale prend fin. Nous ne gérons pas le président. C'est pour cette raison, tout à l'heure, j'ai vu, on dit, un premier mandat. Nous nous occupons des candidats à la candidature et des candidats, et non du président. Parce que dès qu'il est élu, il sort de notre escarcelle. Et vous ne vous mêlez pas de toutes les discussions qui peuvent se faire autour, justement, de cette élection? Ah oui, bien sûr.
Indépendante surtout. Oui, surtout que nous sommes indépendants. Alors moi j'ai envie de savoir au niveau de la liste provisoire électorale, lorsqu'elle est affichée, on a quelques jours, hein, je pense que c'est le contentieux, pour pouvoir dénoncer. Alors un cas pratique pour les Ivoiriens qui nous regardent, sur cette liste électorale, je viens et je dis que Brice Sano n'a pas le droit d'être sur cette liste-là ou ne doit pas être sur cette liste-là. C'est ça. Dans ce cas pratique, qu'est-ce que moi je dois apporter comme preuve et qu'est-ce qui fait que je suis pris au sérieux et qu'est-ce que Brice également doit venir apporter comme preuve pour pouvoir défendre sa position. Alors je vais vous dire... Peut-on partir sur la base d'une présomption d'innocence? Non, je vais vous dire, l'inscription sur la liste électorale est de droit. Ça veut dire que dès lors que le citoyen, il est ivoirien, il jouit de ses droits civils et politiques et il est majeur, il doit être inscrit sur la liste électorale. Il doit, et s'il veut, bien entendu, parce que c'est une faculté que de s'inscrire sur la liste électorale. Ici, le droit de vote n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous votez. Si vous voulez, vous ne votez pas. Si vous voulez, vous venez vous inscrire sur la liste électorale. Si vous voulez, vous ne venez pas vous inscrire sur la liste électorale. C'est un devoir citoyen. Voilà. Bon, il peut apprécier la citoyenneté autrement que de ne pas participer aux élections. Il peut payer ses impôts déjà. C'est un devoir citoyen également. Alors, il décide de s'inscrire sur la liste électorale. Et puis, monsieur décide que monsieur Arnaud Brice ne mérite pas d'être inscrit sur la liste électorale. Pour éviter que ça soit une dénonciation calomnieuse, la loi vous autorise certes à le faire, mais avec des preuves à l'appui. Parce que c'est au regard des preuves qu'il a été inscrit sur la liste électorale. Il faut à vous maintenant d'apporter les preuves contraires pour qu'il soit radié de cette liste électorale. C'est un droit qui vous est reconnu, mais la seule condition qu'on vous demande, ou deux conditions, d'abord il faut que vous-même vous soyez électeur, et ensuite que vous ayez les éléments nécessaires pour justifier que M. Arnaud Brice ne mérite pas d'être sur la liste électorale. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des sanctions pénales à la suite d'une infraction qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Donc il faut que je sois électeur à la base pour dénoncer sur cette liste-là des présences litigieuses. Oui, d'abord, et ensuite rapporter la preuve. Parce que ce serait trop facile que celui qui a le droit de s'inscrire sur la liste soit radié parce que tout simplement quelqu'un est venu déclarer qu'il ne mérite pas d'y être. Il faut que vous rapportiez la preuve qu'effectivement ce monsieur ne mérite pas d'être sur la liste électorale. Et ce monsieur a justement envie de vous demander s'il pense que je ne mérite pas et qu'on vérifie que je mérite. Est-ce que j'ai le droit de le poursuivre? Mais c'est ça la dénonciation calomnieuse. Très bien. Monsieur le Président de la CEI, l'innovation majeure du code électoral révisé pour la présidentielle 2020, c'est le parrainage citoyen. On a eu des reportages ici, on s'est dit, c'est une notion qui n'est pas très bien perçue par l'ensemble des Ivoiriens. Qu'est-ce que c'est le parrainage citoyen? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'il implique? Et moi, souvent, j'ai envie de dire aux uns et aux autres que ce n'est pas maintenant que les Ivoiriens votent. Depuis 1958, les Ivoiriens votent. Ils sont habitués à l'élection. Et puis, depuis 1994, le parrainage a existé en Côte d'Ivoire. On appelait ça 5000 signatures à avoir. Ce n'est pas nouveau aussi. C'est vrai que ça requiert une petite organisation particulière, mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Je vous explique. Alors, le parrainage, en fait, permet d'apprécier dans un premier temps l'implantation de celui qui veut être président de la République. Et pour cela, généralement, le citoyen découvre le candidat dans les meetings, à l'occasion de l'élection, à 2 jours de l'élection. Mais pour impliquer le citoyen dans la désignation des personnes qui vont leur offrir leur programme de société, on demande leur autorisation. De sorte que le parrainage se définit comme étant la caution donnée par un citoyen à une personne qui veut se présenter candidat à l'élection du président de la République. Donc, ici, l'autorisation vise à présenter la candidature à l'élection. Il ne s'agit pas d'un vote, il s'agit tout simplement de lui donner le droit de pouvoir présenter sa candidature afin que celui-ci puisse offrir aux Ivoiriens son programme de société. Alors, justement, vous disiez que ça existe un peu depuis 1994, et je crois qu'à un moment donné, on a arrêté. Pourquoi on est revenu à ce parrainage Mais ça, c'est le législateur.
C'est le législateur. Vous savez, à un moment donné, on avait décidé, pour réprimer certaines infractions, que certaines infractions, au niveau des sanctions, soient assorties de la peine de mort. Et à un autre moment donné, on a aboli la peine de mort. Ça, c'est le bon vouloir du législateur. On dit que cette question de parrainage citoyen favorise les grands partis. Comment vous appréciez cette situation? Bon, moi, je ne sais pas si je dois apprécier, mais je me dis que c'est fait en faveur du citoyen. C'est très important. Ça, c'est une guerre des candidats entre eux. Oui, ça favorise telle personne. C'est un frein pour les petits. Voilà. Mais que dit le citoyen? Mais le citoyen, par le parrainage, il se donne le devoir ou le pouvoir d'apprécier qui va se présenter déjà candidat. Mais c'est très important. Le citoyen se dit également que c'est une difficulté supplémentaire. Quand on sait qu'en plus, on en parlait, les Ivoiriens n'aiment pas toujours se déplacer. Ils votent depuis longtemps, mais ils n'aiment pas toujours se déplacer pour aller voter. Alors on rajoute une difficulté supplémentaire. Vous ne trouvez pas? Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les fonctions du président de la République sont très importantes? Qui méritent une difficulté supplémentaire. Mais parmi les récriminations de certains, d'aucuns disent que le parrainage citoyen est une forme de frein au renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pourquoi? Pourquoi? C'est le citoyen. De toutes les façons, si vous décidez aujourd'hui de vous présenter, vous partez solliciter la signature, l'autorisation des citoyens. Vous êtes jeune, vous êtes vieux. Si le citoyen est d'accord avec vous, ben, il va vous autoriser à vous présenter. Ce qui est très important, c'est le citoyen qui décide maintenant qui sera candidat. C'est ça qu'on ne voit pas. Et est-ce qu'on pourra vérifier l'attribution de nos différents parrainages lorsque la liste sera close, lorsque les différents partis auront finalement réussi à collecter les différents parrainages? Non, par le principe de la confidentialité, on ne révèle pas qui a parrainé qui. C'est pour des questions de confidentialité. Mais sinon, sur le terrain, vous partez solliciter la signature de quelqu'un, mais dès que la personne vous a donné sa signature, ni vu ni connu. Dès que le Conseil constitutionnel a apprécié la validité de cette signature, mais la liste des signatures des parrains n'est pas publiée à la ville et au monde. C'est un petit filtre. Est-ce que vous pouvez préciser justement aux Ivoiriens qui nous regardent et peut-être dans les coins les plus reculés que le parrainage n'est pas synonyme de vote? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre signature que vous êtes obligé de voter celui à qui vous avez donné votre signature. Au contraire, quand vous lui donnez sa signature, c'est pour pouvoir lui permettre de se présenter. Et quand il va se présenter et qu'il va commencer à démontrer son programme et que vous constatez que son programme n'est pas favorable à vous, mais loisible à vous de ne pas le voter et de voter autre personne. C'est pour cette raison que c'est intéressant pour le citoyen. C'est comme si le parrainage lui permettait, comme on le dit de façon triviale, de goûter un peu le produit avant qu'on ne l'achète. Comme toi, tu dis que tu veux qu'on te vote, viens te présenter et puis montre-nous ce que tu sais faire. Et il vient, il présente, parce que quoi qu'on dise, avant de donner votre signature, il faut qu'il vous convainque d'abord de ce qu'il mérite de se présenter. Et à cette occasion, vous dites, mais il est bien, lui, là. Pas mal. Et vu que l'électeur ne peut donc pas vérifier si son parrainage est effectivement allé au candidat qu'il a soutenu, vous nous rassurez que tout sera fait dans les règles. Ah oui, bien sûr, non. Parce qu'on peut vérifier la liste électorale. On va garder la question, Edith. On va garder la question. Monsieur le Président, vous avez donc quelques secondes pour, je ne vais pas réfléchir, mais pour souffler avant de répondre à Edith. Moi, j'ai envie de dire, vous rencontrez quand même des difficultés. Vous pouvez nous égrener un tout petit peu celles que vous rencontrez? Ben, moi, les difficultés que je rencontre, c'est de convaincre les citoyens de notre bonne foi. Ce sont les difficultés majeures. Parce que, savez-vous, si nous travaillons dans la confiance de nos concitoyens, tout ce qui va se passer à la commission électorale sera apaisé. Mais quand, a priori, les gens n'ont pas confiance en vous, ça pose beaucoup de difficultés. Même quand vous faites bien, c'est suspecté. Figurez-vous que nous élaborons des documents, des simples documents qu'on remet à certains citoyens. Mais parce qu'ils ne nous font pas confiance, ils regardent ces documents comme si c'était des documents qui étaient des documents pièges. Il y a une expression, Monsieur le Président, il y a une expression qui est très connue en ce moment, c'est « à qui la faute ?» Ben, à qui la faute, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne crois même pas qu'on puisse s'en prendre à la commission électorale indépendante. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Une commission électorale indépendante, telle que voulue par les partis politiques, a vocation à organiser les élections.
C'est l'expression de la volonté des partis politiques eux-mêmes qui a amené la création. Et tout à l'heure, dans l'un de vos éléments, il y a un des téléspectateurs qui a dit la commission électorale n'est pas indépendante. On va l'appeler nationale. Hein? Par exemple. Voilà, on va l'appeler commission nationale parce qu'elle n'est pas indépendante pour le simple fait qu'elle est composée des émanations des partis politiques. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? La question est posée. Parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que quand les partis politiques on dit personnalités proposées par les partis politiques, ces personnalités-là prêtent serment de rompre avec leur parti politique et de se conduire en toute indépendance dans l'exécution de leur mission. Je vous vois sourire, oui. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux gens dans l'exécution. Parce que ce ne sont pas des extraterrestres qui viendront animer la commission électorale indépendante. Alors, je pense tout de même que ça pourrait être approfondi dans la deuxième partie de l'émission. Absolument. Moi, j'aimerais tout de même revenir sur la question du parrainage citoyen qu'on abordait avant la pub. Je vous promets que vous allez revenir. Mais j'ai interrompu Edith Brou juste avant la pub, donc je vous redonne la parole, très chère. Je reviens rapidement sur ma question et ma préoccupation. On a la possibilité de pouvoir vérifier si son nom est inscrit sur la liste électorale. On va donner, en tout cas pour ceux qui vont le faire, notre parrainage à un candidat pour qu'il puisse être éligible, en tout cas pour l'élection présidentielle. Pourquoi on n'a pas la possibilité de vérifier si effectivement notre parrainage est effectivement allé à ce candidat? Mais il n'est pas en être autrement puisque la fiche que vous renseignez dit que je donne mon parrainage à telle personne. Sur le moment. Et donc il faut vous faire confiance dans le traitement de cette fiche. Donc c'est la confiance. C'est ça, parce que la fiche que vous renseignez indique la personne à qui vous accordez votre parrainage et vous signez. Donc on ne peut pas donner ce parrainage à une autre personne. Qu'est-ce qui se passe si vous recevez deux fiches d'un même citoyen ayant parrainé deux candidats? Mais on va apprécier par rapport au dépôt. D'accord. Celui qui a déposé le premier, sa liste, c'est à celui-là que profite le parrainage. Justement, et l'autre parrainage sera annulé. Parlant d'ordre de dépôt, on a 45 jours, donc un délai qui court depuis le 16 juillet pour récolter quand même des parrainages dans 17 régions du pays. Oui. Pensez-vous que c'est suffisant comme délai? Vous direz, il y a certains qui vous disent que c'est suffisant, d'autres diront que ce n'est pas suffisant, mais nous trouvons que c'est raisonnable. Peut-être pas suffisant, mais c'est raisonnable. Comment vous définissez raisonnable, Monsieur le Président? Mais raisonnable parce qu'ailleurs, c'est 1 mois ou 2 mois. Nous avons choisi 45 jours. Oui, c'est pas plus mauvais. C'est nouveau ici. Mais c'est nouveau, oui. C'est pour cette raison qu'on a donné 45 jours. Sinon, en réalité, c'était 1 mois qu'on devrait donner. Parce qu'en réalité, la liste électorale doit être déposée 3 mois avant. En même temps, 60 jours avant le dépôt de candidature. Vous voyez, on a des délais qui sont légaux et qui sont impératifs. En tenant compte de ces délais, je pense que c'était au maximum 1 mois qui était réservé candidature. Donc, quand on dit période de dépôt de candidature, c'est y compris, bien entendu, la liste des personnes parrainant le candidat en question. Donc, c'est une pièce du dossier de candidature. Voilà. Et bien, toujours parlant de délai, si tu permets, pensez-vous vraiment que ces élections pourront vraiment se tenir à la date indiquée du 31 octobre? Mais qu'est-ce qui vous fait penser le contraire? On se dit qu'il y a quand même eu énormément de rebondissements qui laisseraient penser certains membres de la population. On veut juste vous l'entendre dire pour avoir encore confiance. Non, mais parce que certains candidats qui ont réussi ici nous ont dit c'est une date constitutionnelle. Bien entendu. Mais effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu d'autres... Il y a toujours le Covid. Il y a toujours le Covid. Voilà. Mais est-ce que... Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'une des opérations essentielles du processus électoral, c'était la révision de la liste électorale. Et malgré la Covid, nous avons pu faire la révision de la liste électorale. Et nous avons eu un chiffre qu'on n'a jamais eu en Côte d'Ivoire. Depuis 2009, où il y a eu la fusion des 2 listes, nous n'avons pas dépassé plus de 350 000 personnes, nouvelles personnes inscrites sur la liste électorale. Alors que cette année, nous avons 904 956 personnes inscrites nouvellement sur la liste électorale. Mais vous en attendiez 3 millions quand même. Non, on attendait des Ivoiriens. Je vous ai dit, quand vous dites que vous attendiez 3 millions de personnes, mais le vote est une faculté. Le citoyen qui décide de ne pas voter est un citoyen. Comme celui qui décide de voter est également un citoyen.
Alors quand vous me dites, il y a 3 millions de personnes que vous attendiez, je dis non. J'attendais des citoyens qui étaient décidés de se voir inscrits sur la liste électorale. Moi, j'aurais échoué. Si un Ivoirien décide de s'inscrire sur la liste électorale, et je ne lui accorde pas ce droit. Mais un citoyen qui ne veut pas s'inscrire sur la liste électorale, faculté étant, mais il lui est loisible de le faire ou de ne pas le faire. Serge Prache, il y a une question pour vous, Monsieur le Président. Juste avant, je pense qu'il regagne le fauteuil avec vous, mais je pense, au niveau de vos missions de la CEI, oui, ce serait bien qu'on puisse, parce qu'on a quand même encore quelques démons dans la mémoire, oui, est-ce que vous puissiez nous rassurer, oui, sur le délai de livraison des résultats? Parce que ça, c'est au niveau de votre mission aussi, au niveau de la CEI. Et c'est l'une des inquiétudes quand même de... Le délai de proclamation des résultats. Le délai de proclamation des résultats, il est de combien de jours? De 5 jours. Est-ce que vous nous rassurez, vous nous assurez qu'il sera respecté? Bien sûr. Nous faisons l'effort que ce résultat, que ce délai soit respecté. Monsieur le Président, moi j'avais dit, d'où vous tirez votre optimisme? Parce qu'on part sur les faits, les Ivoiriens disent, avant, vous arrivez avec toutes vos bonnes intentions, mais ils ont peut-être envie de savoir d'où vous tirez votre optimisme. Parce que tout ce que vous dites, oui, la date, tout sera bien dans le meilleur des mondes. Partagez avec nous cet optimisme. Ma foi vient de la loi. Parce que c'est la loi qui encadre l'activité électorale. Voyez-vous, si les Ivoiriens, si chacun de nous décide de respecter la loi, comme moi je le souhaite, parce que ma mission étant de veiller à l'application de la loi, point de doute là-dessus, nous allons respecter le délai du 31 octobre. D'où le fondement de ma foi et de mon assurance. C'est la loi, parce que c'est l'expression de la volonté du peuple. Ces 5 jours, nous ferons de sorte que ces 5 jours soient respectés. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Qu'on allait organiser la révision de la liste électorale en 15 jours. Les citoyens nous ont dit, il faut aller un peu plus. On a prorogé. Et j'ai demandé à nos commissaires, mes collègues commissaires, j'ai demandé à tous les citoyens collaborateurs qui sont dans les commissions locales de faire de sorte que nous puissions collecter toutes les données dans toutes les CEL et les apporter en 3 jours. Nous l'avons fait en 2 jours. Vous voyez? Parce que nous avons... Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on allait donner la liste électorale numérique aux partis politiques le 29. C'est ce que nous avons fait. Nous avons dit que nous allions afficher la liste électorale le 1er août. C'est ce que nous avons fait. Pourquoi voulez-vous que je change d'équipe qui gagne si la foi se trouve dans la loi? Pour cette deuxième partie, nous avons changé de décor. Nous sommes tous en compagnie de notre invité, M. Ibrahim Koulibaly Kuibiar, qui est le président de la commission électorale indépendante. Monsieur le Président, tout se passe bien, on a changé de décor. Vous êtes bien installé? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, nous allons poursuivre nos échanges. Et nous a rejoint pour cette deuxième partie Israël Guébo. Monsieur le Président, est-ce que vous avez, au regard de ce que vous avez entendu tout à l'heure dans notre micro-trottoir, de ce que vous entendez, de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, que les Ivoiriens ont beaucoup plus confiance en cette CEI-là? Vous savez, moi, je laisse ce choix-là aux Ivoiriens de nous juger aux actes. Ils ont peut-être raison. Par le passé, la commission électorale a été source de difficultés. Mais l'espoir fait vivre. C'est pour cette raison que je demande aux Ivoiriens de continuer d'avoir espoir et de faire confiance à la commission électorale indépendante. Dans tous les cas, nous n'avons même pas le choix. C'est la constitution ivoirienne qui prescrit que le pouvoir appartient au peuple et que ce pouvoir est transféré à ses gouvernants par la voie de l'élection. Donc, chaque 5 ans, on va organiser des élections. Il est bon pour eux de faire confiance et de demander à ce que la commission électorale soit améliorée. C'est pour cette raison que je souhaiterais qu'à travers les critiques de nos concitoyens qui doutent de la crédibilité de la commission électorale, que l'on fasse des observations, des recommandations quant à la commission électorale indépendante pour qu'elle puisse retrouver toute sa crédibilité pour organiser des élections crédibles. Nous avons aussi ici des leaders de partis politiques, vous avez certainement des échanges avec eux et avec d'autres citoyens. Selon vous, qu'est-ce qui crée cette crise de confiance-là vis-à-vis de la CEI? Non, mais en fait, moi, je ne pose pas le problème en termes de confiance. C'est l'élection qui fait peur aux Ivoiriens. Parce qu'à l'occasion de l'élection, des propos sont tenus qui font peur aux Ivoiriens qui sont les potentiels électeurs. Et donc, ceux qui sont chargés d'arbitrer cette compétition électorale sont également taxés d'être
partisan. Vous savez, c'est le statut toujours d'un arbitre. Au tribunal, lorsque le juge y juge, celui qui a gagné, il dira, ben, c'est un bon juge. Celui qui a perdu, il dira, oh, mais le juge, il n'est pas bon, je l'ai vu lorgner du côté de mon adversaire. Ainsi de suite. C'est comme à SEC Africa en son temps. Les arbitres étaient toujours taxés d'être à gauche ou à droite, c'est-à-dire d'être du côté de la SEC ou du côté de l'Africa. Le statut de l'arbitre, c'est d'être toujours pris à partie par ceux qui sont passionnés. Mais moi, je voudrais dire, je n'interdis à personne de contester quoi que ce soit sur la crédibilité de la commission électorale indépendante. Mais il est bon d'en rapporter la preuve. Si vous considérez que ce que nous sommes en train de faire n'est pas conforme à la loi, il faut nous en donner la preuve et nous demander, faire des recommandations pour que nous puissions nous conformer à la loi. À propos de recommandations, certains ils ont exigé, Israël Guébo, vous en êtes témoin, ils ont exigé par exemple d'avoir ce qu'ils ont appelé une CEI. Lui parler. Mais oui, ils l'ont dit. Mais je vous ai dit que la CEI ne vient pas du ciel. La CEI est l'expression de la volonté des partis politiques eux-mêmes. Au départ, l'élection était organisée par le ministère chargé des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur en son temps. Mais ce sont les partis politiques eux-mêmes qui ont demandé à ce que l'élection soit organisée par un organe neutre. Et c'est pour cette raison qu'ils ont souhaité que cet organe soit composé de leurs représentants. Au départ, ils étaient 10. En 2001, ils étaient 10. En 2005, ils étaient 31. En 2014, ils étaient 17. Et en 2020, ils sont 16. Ce sont les partis politiques eux-mêmes. Donc, la commission électorale indépendante est l'expression de la volonté des partis politiques. À côté des hommes politiques, il y a des techniciens, que je me considère être un. Et il y a les membres de la société civile, également, qui sont membres de la commission électorale indépendante, qui sont censés être neutres. Donc, voilà la commission électorale indépendante. Mais malgré cela, on continue de dire ci, on continue de dire ça. Mais en réalité, Monsieur Anno, mais ce n'est pas à la commission électorale indépendante qu'on gagne les élections en vérité. On gagne les élections quand on a le maximum de militants et de sympathisants inscrits sur la liste électorale qui vous accordent leur suffrage. Ils ont l'impression, je reviendrai à cette question tout à l'heure, je vais permettre à Israël Guébo de partager avec vous certaines de ses préoccupations. Oui. Est-ce qu'il en a? Alors, monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par égrener quelques chiffres et je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs parce que je vais les abreuver de chiffres avant de... et c'est nécessaire pour comprendre un peu ma question. À ce jour, c'est près de 7,5 millions d'électeurs dans le fichier de la CEI et après le dernier recensement, vous évoquez un total de 1 705 724 enrôlés. Après le traitement, on tombe à 1 645 693. Et sur ces résultats, les nouveaux inscrits, eux, sont, vous l'avez dit, 904 956 inscrits. Oui. Certains partis politiques ont annoncé par voie de presse, et se sont félicités d'ailleurs, d'avoir 800 000 partisans sur cette liste. Alors comment cela est-il possible alors que cette liste n'était pas encore disponible à ce moment-là? Moi, j'ai bien envie de vous demander de les inviter à votre tribune. Ceux qui l'ont dit, ils vont assumer ce qu'ils ont dit. Mais sinon, je vous rassure déjà que quand on vient s'inscrire sur la liste électorale, on ne vient pas avec sa carte de militant. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être ivoirien, être majeur et jouir de ses droits civils et politiques. Donc nous ne pouvons pas savoir a priori qui va voter pour qui. Vous savez, une compétition, une élection, quoi qu'on dise, est une compétition. Mais vous êtes bien conscient que cette information porte un peu quand même le discrédit sur votre institution. Non. Vous n'avez rien dit. Mais l'auteur de cette information n'a jamais dit qu'il la tenait de la commission électorale indépendante. Oui, mais c'est quand même vous qui êtes indexé. Non. Il n'a jamais dit que c'était la commission électorale indépendante. Je vais vous dire d'où ça vient. Vous savez, il n'est pas interdit à un parti d'organiser des potentiels militants pour les amener à s'inscrire sur la liste électorale. Donc, certains partis politiques bien organisés, comme tous les autres d'ailleurs, ils ont tous fait, ils vont demander aux citoyens qu'ils considèrent comme ceux qui vont voter pour eux, et l'aider à quitter la carte d'électeur, il ne vient même pas la chercher. Et s'il vient la chercher, il se peut faire qu'il ne vienne même pas voter le jour de l'élection. Et s'il vient voter, il n'est même pas évident qu'il vous vote non plus. Donc il y a tellement d'inconnus, depuis l'enrôlement jusqu'à l'élection, que c'est hasardeux de dire que j'ai enrôlé 800 000 personnes. Vous avez tout ça. Mais vous savez, c'est pas ça que je voulais terminer. Allez-y. Pour vous dire que
à la guerre comme à la guerre, séduire et de tétaniser son adversaire en lui disant « ce n'est même pas la peine que tu te présentes parce que moi j'ai déjà 800 000 personnes ». Mais dans un tel contexte, sinon, au fond, ce n'est pas nous qui avons donné ce chiffre-là à qui que ce d'accord, on soit. a bien compris. Dans le contexte tel qu'on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous savez, enfin, vous supposez qu'une telle information peut quand même laisser planer un doute sur la commission électorale. Je pense que vous aurez dû quand même démentir ou interpeller ces personnes pour dire que ça ne vient pas de vous. Surtout que vous savez d'où ça vient, vous avez Mais remonté. pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à ce que quelqu'un a dit? Il dit, j'ai 800 000 personnes. Est-ce qu'il a dit, c'est la commission électorale indépendante qui m'a donné 800 000 personnes? Mais je vous dis, pour s'inscrire sur la liste électorale, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique. On n'indique même pas votre origine politique, votre appartenance politique. On ne l'indique pas. Comment lui il fait pour savoir qu'il a 800 000 personnes? Mais surtout qu'il n'a pas dit que c'est la commission. J'aurais eu l'obligation de venir porter la contradiction. Si vous avez été interpellé. Si j'avais été interpellé. Ouais. Mais il n'a pas dit. Mais c'est son droit de parler aussi. Et c'est là effrayé. C'est à bon droit. Sur la question des noms supprimés de la liste électorale, je voudrais vous prendre un cas pratique et un cas présent. Le président Laurent Gbagbo a vu son nom absent de la liste. Ses partisans ont décrié sur son plein sur Internet. Du jour au lendemain, le nom est réapparu avec des erreurs sur parfois la date de naissance. Et puis, subitement, ça a disparu définitivement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, dans un premier temps, il est bon de savoir que moi, je ne sais même pas si le référent politique Gbagbo a été, le président Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Mais je vais vous expliquer. Quand vous, c'est le cas de la radiation, pour être radié de la liste électorale, il faut que tout, mais de façon alternative, pas de façon cumulative. Soit vous êtes décédé et vous ne méritez plus d'être sur la liste électorale, soit vous êtes condamné pour crime, pour délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, etc. Soit vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Voilà les cas qui justifient la radiation de quelqu'un de la liste électorale. Si tel est le cas du président Gbagbo, c'est pour cette raison certainement qu'il a été radié. Non, ma question était surtout sur la présence sur le site Internet, la disparition et la réapparition. Mais je vais vous répondre, ne vous en faites pas. Alors, donc, si vous êtes dans l'un de ces trois cas, vous serez radié de la liste électorale. Si vous considérez que vous avez été indûment radié de la liste électorale, à l'occasion du contentieux, vous sollicitez votre inscription sur la liste électorale. Alors, le cas qui s'est présenté est le suivant. Vous savez, pour faciliter la tâche aux partis politiques d'organiser le parrainage, c'est-à-dire de collecter le parrainage sur toute l'étendue du territoire, on leur a dit de se référer à la liste électorale de 2018. Parce que chaque année, la loi fait obligation à la commission électorale indépendante de réviser la liste électorale. Comme on n'a pas fait de révision en 2019, la liste qui valait, c'était la liste de 2018. C'est celle-là qui est sur le site de la commission électorale indépendante. Et le 31 août, nous publions la liste électorale 2020, la liste provisoire 2020. Immédiatement, nous retirons la liste de 2018. Alors, quand on a donné la clé le 29 aux partis politiques, c'est-à-dire la liste de 2020 aux partis politiques le 29, ceux-ci l'ont consulté. Et quand ils l'ont consulté, ils ont constaté que le président Gbagbo, semble-t-il, ne serait pas sur la liste. Et ils ont alerté la terre entière. Et immédiatement, ceux qui n'avaient pas cette liste de 2020 sont partis sur notre site pour vérifier effectivement si M. Gbagbo se trouve. Mais malheureusement, ce n'est que le 31 juillet que nous avons affiché la liste. Et comme ils sont venus avant le 31 juillet, ils ont retrouvé la liste de 2018, où bien entendu, il figurait encore. Et le 31 juillet, quand nous avons affiché la liste de 2020, il n'y était pas. Voilà tout simplement pourquoi certains ont considéré qu'on l'a enlevé, on l'a remis, mais on ne l'a jamais remis s'il n'est pas sur la liste électorale. Je le dis bien, la radiation est consécutive au non-respect des conditions prévues par la loi. Si vous êtes décédé, si vous êtes condamné ou si vous êtes déchu de vos droits.
Si tel est le cas de M. Gbagbo, ben, il ne sera pas sur la liste électorale indépendante. Et ce n'est pas le fait de la commission électorale, mais c'est le fait de la loi, l'expression de la volonté du peuple. Oui, ça non. On va parler un tout petit peu du Canada, Monsieur le Président de la CEI. Oui, allez-y. Absolument. On nous a annoncé qu'au niveau du Canada, les fichiers avaient disparu, ils étaient égarés. Bah, on sait qu'on a l'heure du numérique. Pourquoi ça ne s'applique pas au Canada? Pourquoi vous croyez que c'est le Canada? Non, ça aurait pu être la Mauritanie, le Burkina Faso. C'est l'exemple. Il y a plusieurs pays où les... Voilà. C'est pas forcément parce que c'est le Canada, Monsieur le Président, c'est juste parce que... Non, c'est même pas partout. Ce n'est qu'au Canada seulement. Alors, je vous explique. Mais voilà, donc on parle du Canada. La Constitution prescrit que les Ivoiriens de l'étranger participent à la vie de la nation par la désignation de ses gouvernants. C'est pour cette raison que la loi autorise les Ivoiriens de la diaspora à participer à l'élection du président de la République, tout comme au référendum. En dehors de ces deux cas, ils ne participent à aucune élection. Et fort de cela, nous organisons la révision de la liste électorale dans les différents pays où il y a une densité de nos compatriotes. Nous avons distingué, nous avons choisi 18 pays, en Afrique, en Europe et en Amérique. Ils sont autour de 52 000 par là, si nous les rassemblons. Alors, après la révision de la liste électorale, il est demandé de rapatrier les données à travers un colis. On fait un colis où tout est stocké, les données sont stockées, qu'on fait venir en Côte d'Ivoire. C'est pour plus de sécurité. Et ces colis, bien entendu, ce n'est pas à moi de vous révéler ici toutes les caractéristiques sécuritaires, mais ces colis sont bien sécurisés. Il se trouve qu'à la faveur de cette pandémie mondiale, il y a certains itinéraires qui ont changé. De sorte que, malheureusement, certains de nos colis venant de Montréal se sont retrouvés en Allemagne. Et ce n'est pas parce que c'est en matière électorale seulement que cela arrive. Monsieur Hanno, ça peut vous arriver de venir d'un voyage et vous retrouver sans bagage parce que votre bagage s'est retrouvé dans un autre pays que là où vous partez. L'usage des TIC aurait pu éviter cela. Comment? L'usage des TIC dans le processus aurait pu éviter cela. Oui, peut-être, mais est-ce que vous croyez que les TIC ne se plantent pas aussi? C'est notre mécanisme à nous. Et il s'agit de 253 personnes. Tout de même? Oui, c'est 253 personnes, ce n'est pas rien, mais par rapport à 1 700 000 personnes, nous avons dit cette année, ils ne pourront pas participer. Mais il est bon de préciser aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris ces 333 personnes qu'ils ne voteront pas au Canada. La prochaine question, qu'est-ce qui va être fait pour rattraper? Mais ils vont voter. C'est-à-dire qu'il y a une liste électorale au Canada qui existe bel et bien. Seulement que les nouveaux qui devaient s'inscrire sur la liste électorale étaient au nombre de 233. Et ce sont les 233 qui ne pourront pas voter cette année. C'est tout. C'est dommage, mais ce n'est pas dramatique. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de bien faire. C'est tout quand on donne l'impression que, oui, les électeurs du Canada ne pourront pas voter, c'est comme si on avait fait sciemment. Non, c'est une situation qui s'est présentée à nous. On a fait mains et pieds pour que cela n'arrive pas, mais c'est arrivé. Voyez-vous, il y a même des pays de l'Europe dont les données ne pouvaient pas arriver à temps. Nous leur avons demandé de déposer les données en France. Et comme notre opérateur technique a son siège en France, immédiatement, on a fait venir des techniciens pour collecter ces données et les transférer par le NTIC, puisque c'est ce que vous souhaitez, directement sur notre serveur. Après, bien entendu, vérification. Mais ce qui s'est passé dans le cas de Montréal, c'est que les données étaient avariées. On dirait que le matériel a été endommagé. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu tirer les données. Mais pensez-vous que nous, Commission électorale indépendante, que nous battons tous les jours pour que les Ivoiriens adhèrent au processus électoral par leur inscription massive sur la liste électorale, nous, Commission électorale, avons intérêt à radier les gens à tour de bras ou à ne pas prendre ces données que nous avons peiné à collecter? Non, c'est parce que tout simplement, à l'impossible nul n'étant tenu, cette réalité s'est imposée à nous. Bon, on en a tiré les conséquences. Voilà, c'est tout. Mais vous avez quand même du budget pour prendre toutes les dispositions afin que cela n'arrive pas. Ce sont 5 milliards, dont 13 milliards pour la révision, c'est quand même beaucoup d'argent. Vous aurez pu prendre beaucoup plus de dispositions afin que nos amis de Montréal, les 233, puissent avoir leur nom.
est transféré sur le serveur central. Ben oui, mais nous l'avons essayé. À l'impossible, nul n'étant tenu. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est vrai, vous dites 233 personnes, ça peut... Bon, on a vu que souvent, même à 10 personnes, ça fait basculer souvent les résultats. Absolument, absolument. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas le seul pays. Je dis bien, je n'ai pas dit que c'est toutes les villes du Canada. C'est Montréal seulement. C'est 233 personnes. Oui, voilà. C'est Montréal seulement. Et puis, il y a d'autres pays ailleurs. Je crois qu'autour, il y a 2 pays seulement qui n'ont pas vu leurs données prises en compte. C'est tout. Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, je vous ai entendu hier, lors de votre conférence de presse, dire que la loi ne vous oblige nullement à proclamer les résultats dans votre centre, dans votre siège. Et que c'est par la pratique, justement, que ça a été fait. Et qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous dites l'impossible, nul n'est tenu, y compris dans un QG d'un candidat, par exemple, ça ne vous dérangerait pas, vous? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Alors, c'est clair. Je dis bien, lorsque le citoyen a voté dans un bureau de vote, son vote est consolidé à la commission locale, lequel vote consolidé est transféré à la commission centrale pour être validé et proclamé. Donc, c'est la validation qui est l'élément essentiel pour le candidat. Ce n'est pas la proclamation qui est essentielle pour le candidat. Parce que la proclamation n'est que l'effet de la cause. La cause, c'est la validation de la délibération. Est-ce qu'il est élu, oui ou non? Oui, il est élu. Allons porter l'information à la connaissance du peuple. C'est ça la proclamation. Et j'ai dit que jusqu'à preuve du contraire, aucune disposition ne prescrit que la commission électorale indépendante est obligée de proclamer les résultats à son siège. Mais les délibérations se font au siège de la commission. C'est ce qui est intéressant. Si vous demandez à un candidat, il va vous dire, peu importe là où vous proclamez, pourvu que je sois élu. Parce que c'est ça qui est le plus important pour lui. Or, l'élection est fonction de la délibération. Laquelle délibération est fonction du vote du citoyen. Mais je dis donc que si une situation, une catastrophe, je touche du bois, je croise les doigts, si quelque chose arrivait et rendant impossible la proclamation des résultats au siège de la commission, on peut le faire. Mais ça ne devait pas vous inquiéter. Oui, et même si dans ce cas de figure-là, l'option qui s'offre à vous, c'est dans un QG d'un candidat, est-ce que vous accepterez? Mais pourquoi voulez-vous que j'aille Non, dans c'est une le QG? hypothèse. Mais non, moi je ne vais pas aller dans le QG d'un candidat. Ça, c'est vous clair. comprenez? Mais je ne vais pas... Oui, ben, a priori, je ne vais pas aller dans le QG d'un candidat. A priori. Vous comprenez? A priori, je ne vais pas aller dans le QG d'un candidat et je ne crois pas que cela ait été fait par le passé. Moi, je n'ai pas connaissance de ça parce que encore, ça fait l'objet d'un débat. Mais je dis bien, ce qui doit vous préoccuper, c'est le contenu de la proclamation. Est-ce que la délibération en allant ailleurs est affectée par ce lieu? C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez proclamer sur le toit, si ça n'affecte pas la délibération. Parce que c'est la délibération qui dit qui est élu ou qui ne l'est pas. Tant que le toit n'appartient pas à un parti politique, ça va. Bon, ben, si vous souhaitez. Si le toit n'appartient pas à un parti politique, est-ce que vous savez qu'on peut proclamer les résultats au QG d'un parti politique et puis déclarer ce parti politique non élu? Donc, dans un QG de parti politique, on peut le faire. Comment? Donc, dans un QG de parti politique, mais c'est non, pas en exclu. principe, ça ne doit pas être fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Ça participe à la transparence de la chose. Mais je dis, ce qui doit préoccuper le journaliste que vous êtes, et comme tous les citoyens, ce n'est pas le lieu de proclamation. C'est le contenu de la proclamation qui doit vous préoccuper, parce que c'est le contenu qui détermine qui est élu et qui n'est pas élu. Et c'est ça qui est la préoccupation d'un candidat. Oui, mais dans un contexte où il y a tant de susceptibilité, où on a eu déjà des passés, évidemment. où on a eu beaucoup de souvenirs, oui. On se pose des questions, et c'est pour cela que j'insiste là-dessus, pour que, de façon claire, vous nous dites, non, je ne proclamerai pas les résultats dans un QG de parti politique. Non, je ne proclamerai pas les résultats dans un QG de parti politique. Ça a le mérite d'être clair. Justement, à propos de proclamation, à propos de confiance, on sait aussi que les délais, souvent avant de proclamer les résultats, ont souvent inquiété les Ivoiriens. Ça fait partie de ce qui inquiète les Ivoiriens. Est-ce que je ne peux rassurer les gens, je ne vais pas vous faire dire la phrase d'Israël Guibault, que les résultats seront proclamés dans les délais? Oui, mais il n'y a pas de raison que les résultats ne soient pas proclamés dans les délais. Vous savez, la précédente situation est venue de ce que la loi même a prêté un peu, où l'interprétation de la loi a fait l'objet de beaucoup de confusion. Mais cette fois-ci, la loi a été clarifiée et il est précisé que le résultat de l'élection du président de la République s'est fait dans un délai de 5 jours. C'est pas trop long, 5 jours?
Ah, c'est vous qui le dites encore. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui, on voit dans plusieurs pays, en une journée, en 2 journées, d'amener les résultats? D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, certains auront déjà les résultats. Je n'ai pas dit que c'est à l'expiration du délai de 5 jours. J'ai dit dans un délai de 5 jours. On peut le faire même en 1 jour. On peut le faire en 2 jours. Qu'est-ce qui empêche de le faire le même jour? Comment? Qu'est-ce qui empêche de le faire au soir du scrutin? Le Comme sérieux, ça se voit dans d'autres par pays. exemple. Le sérieux. Vous voyez, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que les autres. Vous savez, quand vous dites que ça s'est fait... milliards tout de même. Hein. Vous savez, quand vous dites que ça s'est fait ailleurs, on a vu ailleurs aussi où ils en sont venus à la computation manuelle. Aux États-Unis, par exemple, à un moment donné, eux qui ont plus de moyens que tout le monde... Ça fait rare, monsieur le président. Oui, ça fait rare, mais ce n'est pas parce que ça fait rare que ça ne se fait pas. Donc nous, jusqu'à preuve du contraire, on nous a donné 5 jours. Et nous ferons de sorte à pouvoir respecter ce délai. On peut le faire en 1 jour, on peut le faire en 2 jours, on peut le faire en 3 jours, pourvu que le résultat qui est donné soit accepté par les Ivoiriens. Est-ce qu'on ne devrait pas arriver... Parce que, voyez-vous, Allez-y. excusez-moi, Allez-y. il ne faut pas se hâter de donner les résultats. Il ne faut pas non plus tarder de donner les résultats. Il faut le faire dans un délai raisonnable. Et nous pensons que le délai raisonnable, c'est celui-là qui est prescrit par la loi, c'est-à-dire 5 jours. La Commission africaine des droits de l'homme et de la paix a donné un délai pour que vous puissiez faire le renouvellement des commissions locales. Quand est-ce que cela va se faire? Alors, il est bon que je précise que c'est vrai que la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné, c'est le cas de le dire, qu'à la suite du déséquilibre des commissions locales, qu'on organise de nouvelles élections pour que les bureaux soient mis en place. C'est vrai, la Cour l'a dit. Mais je dis que la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante prescrit que le président de la commission électorale nomme, sur proposition des entités déterminées par la loi, les membres des commissions locales. Et ces membres-là ont une mission qui est contenue dans la décision qui les nomme et sa durée. Donc, à l'exécution de l'opération, à la fin de l'opération à exécuter, la mission prend fin et les organes sont fermés. À la prochaine opération, on reprend le même scénario, c'est-à-dire on nomme à nouveau des gens et on détermine leur mission et la durée de cette mission. Nous avons commencé l'opération de la révision de la liste électorale qui va prendre fin par le contentieux électoral et par l'élaboration de la liste électorale définitive. La prochaine étape, c'est l'organisation des opérations électorales pour aboutir au scrutin. Et à cette occasion, nous allons procéder à l'élection des membres des commissions locales pour cette opération-là. Donc, c'est en exécution de la loi, quoique conforme à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, que la commission va procéder à l'organisation des élections. Alors hier, quand j'ai dit que nous avons appliqué la loi et que c'est la loi qui crée le déséquilibre, certains journalistes ne m'avaient pas compris. Moi, je dis toujours, ce que la loi a prescrit est bien. Parce que c'est l'expression de la volonté du peuple. Étant bien ce que le peuple veut. Et le peuple, la loi dit que 3 personnes, en son temps c'était 3 personnes, sont désignées par le parti et les groupements politiques au pouvoir. 3 personnes pour l'opposition et 1 personne pour l'administration. Ce sont ces 7 personnes qui constituent les membres qui animent les commissions locales. Et ce sont ces 7 personnes qui élisent en leur sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. C'est ce qui s'est passé. Alors si par la suite, on considère qu'il y a un parti politique au pouvoir qui a raflé... Et on va terminer avec ça, monsieur le président, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, qui a raflé donc, comme on appelle ça, toutes les présidences de ces bureaux, mais à qui s'en prendre? Mais c'est à la loi. Mais je dis bien, s'il y a un déséquilibre, mais ce déséquilibre vient de la loi, mais pour moi, ce n'est pas un, parce que c'est prévu par la loi. Il aurait été un déséquilibre si c'était le fait des hommes. C'est la loi qui l'a dit. Et ce sont les règles de la démocratie
qui détermine que celui qui est élu, c'est celui qui a le plus de suffrages. Merci, Monsieur le Président. On aurait aimé avoir plus de temps, parce qu'on a encore beaucoup de questions pour vous, mais je crois qu'on aura d'autres cadres pour vous retrouver et puis pour essayer d'éclairer l'antenne des Ivoiriens. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.